C'est surtout des histoires de rencontres et de passion. La première chose qu'on se devait de faire, c'est d'avoir une excellence de service absolument irréprochable. Si on prend pas de risque, on fait jamais rien. Faut pas être dans le réussir, il faut être dans le faire. Pour être excellent, il faut avoir des gens excellents. Il faut savoir écouter ses clients, il faut savoir écouter ses membres. Chers insiders, j'ai envie de vous parler d'une conférence qui arrive bientôt. Du 7 au 9 octobre 2021 aura lieu Excellence by Vendôme, un salon international pour le recrutement des métiers du luxe. De prestigieux intervenants sont programmés et les échanges promettent d'être très enrichissants. L'événement est 100% en ligne. Pour vous y inscrire, rendez-vous dans les notes de l'épisode ou sur la page LinkedIn de Vendôme. Je suis Maxime Blot, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Il est à la tête de l'une des plus grandes entreprises de conciergerie privée au monde, considéré comme experte dans la relation client, et avec un service d'excellence bien sûr. Il réconcilie le digital et l'humain, des sujets qui nous passionnent sur ce podcast. Je suis heureux de l'accueillir sur Hospitality Insiders. Bonjour, Olivier Larigaldi. Bonjour Maxime. Comment vas-tu, Olivier ? Très bien, merci. Et toi ? Parfaitement. Je commence dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me dire qui est John Paul ? Qui est John Paul ? John Paul est le leader mondial des services de conciergerie. Et donc on travaille pratiquement tout le temps, voire tout le temps en marque blanche. Et on opère en B2B2C. C'est-à-dire qu'il y a des grandes marques très prestigieuses qui nous payent pour prendre soin de leurs meilleurs clients. D'accord. Et donc leurs meilleurs clients, on les appelle des membres. C'est des gens à qui on rend le service. Et les entreprises, les grandes marques qui nous payent pour rendre ce service génèrent de la fidélité ou de l'attractivité ou enrichissent leurs produits auprès de leurs meilleurs clients à eux. Donc si je dois synthétiser, on est un concierge qui crée de l'amour entre une marque et ses meilleurs clients. J'aime beaucoup cette image et ce résumé. Récemment, j'ai fait l'entretien d'un autre Olivier qui est concierge clé d'or, dans un palace. Quelle est la différence entre du coup John Paul et la conciergerie privée que tu proposes par rapport à, admettons, un concierge palace dans le type de service ? La grosse différence, c'est que nos services sont accessibles uniquement à distance. Donc les membres peuvent nous téléphoner ou peuvent nous contacter par tous les canaux digitaux pour émettre leurs requêtes. Alors qu'un concierge dans un palace va se retrouver face à face physiquement avec le client. D'accord. C'est la différence essentielle, mais sinon on doit connaître tous les bons plans, on doit permettre aux membres d'accéder à toutes les meilleures tables, tous les meilleurs restaurants, on doit leur trouver des bons plans, on doit leur trouver des bonnes idées, on doit organiser des anniversaires de mariage, on doit privatiser des îles, on doit trouver des jets, on doit trouver des billets d'avion. On fait le métier du concierge, mais à distance. D'accord. Et on le fait en B2B2C au service d'une grande marque. Parce qu'en fait, quand tu dis B2B2C, c'est-à-dire que toi, tu interagis quand même directement avec le client final qui, via, j'imagine, ton site ou ton application, fait appel à tes services de conciergerie, ou est-ce que nécessairement il doit s'adresser à une entreprise qui s'adresse à toi ? Comment est-ce que ça se passe, cette partie-là ? Non, il doit être client d'une grande entreprise pour avoir le droit d'accéder à mes services. D'accord. Mais une fois qu'il a ce droit, puisqu'il est devenu client d'une grande entreprise, à ce moment-là, il accède directement à tous mes services et il contacte mes concierges directement. D'accord. Et lui te paye directement ? C'est l'entreprise intermédiaire qui rémunère ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, il y a deux choses. Il y a le temps de mes concierges, les services de mes concierges, qui, eux, sont payés par la grande entreprise, la marque. Et après, il y a ce que le membre, le client final, utilise. Typiquement, il veut qu'on lui organise son voyage de noces. Lui va nous payer le voyage. D'accord. Et souvent, il va le payer moins cher que s'il l'avait organisé lui-même, puisqu'on trouve plein de bons plans, on a plein de partenaires, plein de relations. On a la chance d'appartenir au groupe Accor. Oui, depuis 2016, c'est ça ? Exactement. Et donc, on va lui trouver des tarifs plus attractifs que s'il l'avait fait lui-même. D'accord. Mais c'est lui qui paye son voyage de noces. Par contre, le temps que mes équipes vont passer à organiser ce voyage de noces, le temps que mes équipes vont passer à lui trouver des réductions, des bons plans, des bonnes idées,
Ça, ils ne le payent pas. Donc typiquement, quand tu vas dans une agence de voyage, tu payes à la fois ton voyage, mais tu payes aussi le temps de l'agence de voyage. Oui, bien sûr. Quand tu utilises nos services, tu ne payes pas le temps de l'agence de voyage, parce que ce temps a déjà été payé par la marque. Et cette marque offre ce service à son client pour le fidéliser. Donc j'imagine, et corrige-moi si je me trompe, que du coup tu es quand même sur finalement une clientèle assez premium et très internationale, qui voyage beaucoup. C'est qui un peu ce consommateur, final qui peut avoir besoin d'une conciergerie internationale? Alors typiquement, notre cœur de marché est ce qu'on appelle l'affluent. Donc c'est des gens qui ont des revenus entre 80 000 à minima de 80 000 euros par an, D'accord. ou un patrimoine de 1 ou 2 millions d'euros. Et ça, c'est la base, et c'est vraiment le cœur des membres qu'on sert. Et il y a à peu près 10% de notre base de membres qu'on appelle des ultra high net worth individuals, qui là sont des dirigeants du CAC 40, des très grands banquiers d'affaires, et des gens qui ont plutôt un patrimoine qui dépasse les 100 millions d'euros. D'accord, ouais. On est évidemment généralement sur ce type de service, sur une clientèle très, très, très premium. Pour une raison très simple, c'est que pour qu'une marque justifie l'investissement de payer nos services et d'offrir nos services à son client, il faut que le client soit en lui-même suffisamment rentable pour la marque pour justifier que la marque paye nos services à son membre. Ah, bien sûr, ça fait complètement sens. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir, j'imagine la quantité de travail que ça peut être si je compare à ce Olivier Cambournac dont je te parlais tout à l'heure, le travail que c'est pour lui d'être concierge, admettons qu'à Paris. Toi, tu dois avoir ça pour Paris, mais pour toutes les destinations, ou est-ce qu'il y a des destinations que vous ne faites pas? Comment est-ce que ça se passe? J'imagine c'est un réseau, faramineux que que tu dois avoir, dans ta manche. Ouais, alors j'ai mon réseau en direct, puisqu'on est présent partout en Europe, on est présent partout aux États-Unis et en Amérique du Nord. Et après, j'ai mon réseau indirect, c'est-à-dire que mes concierges directs sont capables et ont les relations indirectes dans les autres pays du monde. Donc typiquement en Asie, lorsqu'un de nos membres souhaite voyager en Asie, déjà on connaît très bien le marché asiatique, mais en plus, lorsqu'on a besoin, on peut s'appuyer sur des relais locaux, des partenaires locaux. Typiquement, on a la chance, encore une fois, d'appartenir au groupe Accor. On peut tout à fait passer un petit coup de fil à un collègue concierge dans un des palaces ou dans un des hôtels Accor en Asie, et qui volontiers nous donne un petit coup de main pour ouvrir la porte là où on a besoin de l'ouvrir, à Tokyo ou à Sydney. Ça, c'est un atout génial, et c'était justement une de mes questions. Donc, je crois que tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de John Paul. C'est une entreprise qui a quand même déjà plusieurs années, qui en 2016 est rachetée par Accor. Quels nouveaux enjeux pour toi et pour ton entreprise, puisque donc tu en es le CEO, on parlera de ton parcours juste après. Qu'est-ce que ça a pu modifier? Quels atouts supplémentaires pour votre clientèle, en plus de ce qu'on comprend déjà à travers ce que tu dis? Voilà, un peu comprendre stratégiquement qu'est-ce que ça a pu modifier un rachat par un groupe comme Accor qui, rappelons-le, est le leader hôtelier français notamment, et en Europe. Donc vous êtes rentré finalement dans une sphère qui était absolument gigantesque, j'imagine, via ce rachat-là. Absolument. Alors on va peut-être commencer par le côté négatif. Et John Paul était une start-up absolument génialissime qui a été créée par un fondateur visionnaire et qui a amené John Paul, je dirais, jusqu'à l'adolescence. L'adolescence correspond au moment du rachat par Accor. Et à ce moment-là, il y a eu une petite crise d'adolescence. D'accord. Liée au fait d'avoir réussi la vente. Enfin, c'est assez typique dans la vente d'une start-up réussie. Lié au fait qu'il fallait tourner une page sur le management. Voilà, donc il y a eu un petit côté négatif qui est comment une start-up qui a grandi très vite, tout d'un coup arrive dans un grand groupe. Et ça a généré une petite crise d'adolescence. Et c'est aussi ce qui a motivé mon arrivée. Parce que moi, je suis pas du tout le fondateur. Et j'ai juste eu la chance qu'on me confie John Paul il y a 3 ans. D'accord. Pour l'amener dans cette nouvelle phase. Donc ça, c'est le petit point négatif. Les points positifs sont très nombreux et sont extrêmement nombreux. Le premier étant, comme je l'ai dit, on est en B2B2C. Et le B du milieu, la marque cliente, nous confie ses meilleurs clients. Et elle a besoin d'avoir l'assurance, petit 1, qu'on sera toujours là dans 5 ans. Parce qu'elle peut pas hypothéquer ses meilleurs clients. Et petit 2, qu'on aura toujours la capacité d'investir
pour toujours être à la pointe du service qui est proposé et toujours être différenciant. Et le fait de tout d'un coup appartenir à un groupe de la puissance d'Accor nous permet de donner cette assurance de façon très fiable à nos grandes marques clients. D'accord. Donc ça, aussi bien commercialement que dans la confiance des relations, c'est un élément très important. Le deuxième élément très important dans le fait d'appartenir à Accor, c'est qu'on a beaucoup de demandes de nos membres qui sont liées à l'univers du voyage et à l'univers de la restauration dans lequel Accor est très présent. Oui. Et que, évidemment, ça nous donne un petit atout par rapport à nos concurrents pour proposer des avantages encore plus poussés que nos concurrents et pour connaître ce marché-là encore mieux que nos concurrents. Bien sûr. Après, en question d'atmosphère, l'excellence du service, le relationnel, le plaisir de faire ce métier, tout bêtement la conciergerie, c'est déjà inscrit dans l'ADN d'Accor. Et donc les deux entreprises se sont retrouvées de façon très instinctive sur ces bases et sur ces valeurs. Et donc ça a beaucoup facilité l'intégration. Et le dernier élément que j'aimerais mettre en avant, c'est tout simplement sur le parcours de nos employés. Et là, tout d'un coup, ça leur donne des perspectives de carrière beaucoup plus grandes. Parce qu'ils peuvent, à la suite d'un passage chez nous, évoluer et continuer de grandir au sein du groupe, à l'international ou sur des nouveaux métiers. D'accord, il y a des passerelles un petit peu. Exactement, et dans les deux sens d'ailleurs. Mon DSI, mon Chief Technology Officer, vient du groupe Accor, et il était dans un univers très grand, et il est passé chez John Paul, où tout d'un coup il a pu avoir une expérience de numéro 1. Oui. Et tout son talent a pu s'exprimer, et il a pu vraiment se faire la main sur ce que c'est que d'être le numéro 1 d'une DSI. Et à l'inverse, mon directeur financier, lui, vient de partir, et de prendre la direction financière de la plus grosse entité du groupe Accor. D'accord. Et c'est un garçon qui a énormément de talent, qui pouvait plus grandir chez nous. Et chez Accor, il a pu continuer à grandir. Et moi, pour attirer les meilleurs, pour recruter les meilleurs dans les jeunes, si je sais leur dire, vous allez pouvoir continuer de grandir, vous allez avoir des perspectives, c'est un atout complémentaire pour recruter les meilleurs. Bien sûr, oui. Et tu bénéficies en plus de la bonne image de marque d'un groupe comme Accor derrière et de toutes les opportunités qui existent dans ce beau groupe. Et oui. Et alors côté client, est-ce que un client John Paul a le même système de fidélité, de carte de fidélité qui existe chez Accor, ou est-ce que c'est un petit peu distinct? Quand je suis allé sur le site, je vois que John Paul est mis comme accélérateur de business, mais est-ce que vous avez ces mêmes points de fidélité? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est complètement distinct. Accor a son programme de fidélité en propre. D'accord. Et alors, il se trouve que John Paul est un des services de fidélisation que propose Accor. Donc, si vous avez les statuts les plus élevés de carte de fidélité Accor, vous avez accès, sans le savoir, au service de conciergerie John Paul. Oui. Vous pensez que c'est Accor qui vous rend service, puisqu'on est toujours en marque blanche. Mais en fait, c'est John Paul qui vous rend le service. Mais Accor ne représente que 4% de mon chiffre d'affaires. Ouais, c'est intéressant ça comme donnée. Par contre, on échange énormément puisqu'on s'entend très bien avec la direction marketing d'Accor et on partage énormément nos savoir-faire, nos visions, nos anticipations du marché. Mais en termes de service, en termes de métier de clientèle, c'est très disjoint. Et tu parlais de partager des données. J'ai une question un peu technique. Ah non, pas des données. Les données, on n'a pas le droit de les partager. D'accord, c'était justement la question. Je me suis révélé dans le début de ma question. Donc, vous ne partagez pas les mêmes informations clients, enfin, c'est-à-dire les data clients de John Paul ne sont pas partagées avec le reste du groupe d'Accor? Absolument pas. Et les données d'Accor ne sont pas partagées avec John Paul. Pour des raisons de protection de données. Ouais, c'est intéressant à comprendre un petit peu les rouages. Merci beaucoup pour cette belle introduction, John Paul. Et alors, si on veut parler un petit peu de toi, Olivier, je le disais dans mon introduction en tout début d'épisode, tu es le CEO de cette entreprise. Qui es-tu et d'où viens-tu? J'ai grandi en banlieue parisienne, dans une petite banlieue tranquille et très sympa, où j'avais la chance de partir en vacances faire du windsurf tous les étés. Et plutôt une enfance sympa, très heureuse. Et après, j'ai fait des études scientifiques, ingénieur télécom. Je suis parti à New York, j'ai été trader pendant une journée. D'accord. C'est sans doute la plus brève carrière dans le trading qui existe. En fait, j'étais passionné de mathématiques
Et quand je suis arrivé dans le trading, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que je croyais et que c'était beaucoup plus proche de la caricature, surtout à l'époque, parce que malheureusement, je suis plus tout jeune. Et à l'époque, on était vraiment dans la caricature du trader. Et donc, au bout d'une journée, le soir même, j'ai posé ma démission et le lendemain, j'ai pris l'avion pour rentrer en France. Ah oui, Ce qui a fait un début de carrière un petit peu chaotique. j'imagine. Mais après, j'ai eu la chance d'avoir une carrière très riche, avec beaucoup de très belles rencontres. Et c'est sans doute ce qui a façonné ma carrière et ce que je suis professionnellement. Beaucoup de secteurs différents, parce que j'ai travaillé longtemps dans les télécoms, j'ai travaillé dans l'informatique, j'ai travaillé dans l'outillage industriel, et aujourd'hui je travaille dans la conciergerie. Oui. Beaucoup de pays. J'ai longtemps travaillé à Londres, à San Francisco et un petit peu à New York. Donc voilà, un parcours. Là, tu me le résumes beaucoup trop modestement et rapidement. Justement, j'ai envie de comprendre comment est-ce que on se retrouve dans des entreprises comme celle de Furet de compagnie. Donc, pareil, dont tu pourrais par exemple nous parler, puisque tu y étais pendant 7 ou 8 ans, je crois. Comment est-ce qu'on se retrouve à rentrer dans de la conciergerie qui, en tout cas de mon point de vue, est un milieu qui n'a absolument rien à voir? Pourquoi est-ce qu'on vient te chercher, toi, sur un poste avec un tel challenge, comme tu disais tout à l'heure, juste après le rachat d'accord, un petit peu, voilà, comprendre les subtilités de ton parcours et ce qui fait que qu'il est aussi spécial, puisque même si très modestement tu ne le dis pas, je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en avant à travers ça. C'est surtout des histoires de rencontres et de passion. Moi, tous les jobs que j'ai eus, c'est des jobs que j'ai eus grâce à des rencontres très souvent fortuites, et je t'en raconterai une ou deux. Et je n'ai pris que des jobs de façon presque irrationnelle, même si après, une fois que j'ai le job, je suis affreusement rationnel. Mais les choix de job sont tous complètement irrationnels et ils sont faits sur un coup de cœur, une intuition, un feeling. Et c'est ce qui fait que je passe du tournevis à la conciergerie après avoir fait de l'informatique. Donc, typiquement, quand j'ai fini mon MBA, j'ai croisé complètement par hasard le patron de British Telecom. Moi, je revenais du tennis et lui sortait d'une conférence, donc il était en costard cravate et j'étais en t-shirt dégoulinant de sueur. Et il me dit, je suis patron de British Telecom, je fais des télécoms. Oui. Et je lui dis, ah bah c'est marrant, j'ai fait un peu de télécom avant, et maintenant je joue au tennis. Et il m'a proposé un stage, le stage s'est bien passé, et j'ai fait 10 ans chez British Telecom, qui ont été 10 ans merveilleux. L'arrivée chez Accor, c'est pareil, c'est que maintenant j'investis à titre personnel en tant que business angel dans quelques startups. Oui. Tu parlais de Furet. Et j'ai croisé Thibaut Vior, qui était à l'époque au Comex d'Accor. Et on a discuté, on a papoté, et 3 jours après, je commençais à bosser pour Accor. Waouh. Donc j'ai pas une carrière très tracée comme on peut la retrouver chez certains grands dirigeants, qui ont beaucoup de talent. Moi, j'ai plus une carrière accidentelle qui marche au coup de cœur, à la passion et à la rencontre. Ouais, mais qui est en effet très très riche aussi. Et donc tu parlais de rencontres auprès d'Accor, parce que donc tu es devenu le CEO de John Paul et en plus tu as pris un poste de VP Operations, c'est ça chez Accor? Comment ça s'est passé? Non, l'histoire c'est que je suis rentré chez Accor pour ce poste de VP Operations au sein des nouveaux business. D'accord. Et comme John Paul faisait partie des nouveaux business et que Accor souhaitait renouveler la direction de John Paul, c'est comme ça que Sébastien Bazin et à l'époque Thibaut Vior m'ont proposé et m'ont demandé de prendre le rôle. Waouh, quel challenge! Comment est-ce que, enfin, est-ce que tu t'en es senti les épaules? J'essaie de me projeter un peu. Encore une fois, tu connais pas ce milieu de conciergerie. Qu'est-ce qui t'a permis de sauter le pas? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a effrayé? Voilà un peu les petites questions que tu as dû te poser à ce moment-là. En fait, ce qui se passe, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un coup de cœur pour le métier et pour les gens. Puisque moi j'étais depuis quelques mois dans ce rôle de VP Operations, donc je regardais également John Paul parmi l'ensemble du portefeuille d'Accor. Et j'avais eu l'occasion d'échanger avec plusieurs personnes dans les équipes de John Paul. J'avais eu l'occasion de regarder le métier. J'avais aussi eu l'occasion de regarder les fondamentaux économiques qui à l'époque étaient un petit peu inquiétants. Mais c'est pas grave, le coup de cœur était là, les équipes étaient là, le métier était beau et ça donne envie d'y aller. Bien sûr. Les risques, si on prend pas de risques, on fait jamais rien. T'as complètement raison, mais c'est vrai que c'est un poste pour moi qui est celui de CEO qui est tellement engageant, tellement de responsabilités dans un grand groupe qu'Accor. Je trouve ça
beau que tu dises qu'en fait, c'est d'abord un coup de cœur avant tout, et après, en effet, bien sûr, il y a des mécanismes, des automatismes que tu mets en place, mais c'est avant tout de l'humain et de l'émotion, en fait, qui te fait choisir ce poste-là. Je trouve ça très touchant, en fait. Et alors, une fois donc arrivé chez Accor, chez John Paul, quels ont été tes plus grands challenges en termes de CEO? Tu disais que ça allait pas forcément très bien à ce moment-là, c'était un peu compliqué comme période. Qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour, en fait, pour redresser la barre? Le premier challenge, ça a été de redonner les priorités, de redonner la feuille de route, Mmh. et de savoir faire des choix parfois difficiles, parfois forts. Donc, dans les priorités qu'on s'est données, le premier, ça a été le rétablissement de l'excellence opérationnelle et de l'excellence du service. D'accord. Avant même d'aller faire du développement, avant même d'arrêter des choses, avant. Première chose, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut être. Et notre première valeur, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est de par les clients dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit les marques prestigieuses qui nous confient le soin de leurs meilleurs clients, ou que ce soit les membres qu'on a le privilège de servir, la première chose qu'on se devait de faire, c'est d'avoir une excellence de service absolument irréprochable. Mmh. Donc on a redonné une perspective, on a redonné une feuille de route qui était basée sur ce principe. D'accord. Et après on décline. Après on fait des choix économiques. Hein. Tu sais que la vie de PDG, c'est aussi beaucoup de décisions dans lesquelles on est un peu seul et qui Bien sont un sûr. petit peu difficiles. Mmh. J'ai notamment choisi de fermer notre présence asiatique. Il y avait un ou deux très grands contrats qu'on avait gagnés, mais sur lequel le prix qui avait été proposé ne nous permettait pas d'atteindre la qualité de service souhaitée. Et donc, j'ai dû rappeler le client et dire désolé, on va pas pouvoir honorer ce contrat. Mmh. Ce qui n'est pas une décision agréable hein, quand c'est vos 2 premiers mois en tant que Oui, PDG. absolument. C'est pas les choses les plus rigolotes à faire, ou quand vous avez expliqué à des équipes, soit en Afrique du Nord, soit en Asie, que vous vous retirez de cette zone parce que vous ne savez pas avoir une rentabilité minimale avec la qualité de service que vous souhaitez apporter. Oui. C'est des moments difficiles. Mais tant que vous êtes cohérent dans ce que vous avez annoncé et dans la vision que vous avez donnée, ça vous donne le courage de prendre ces décisions. Ouais. Ça me fait frémir quand tu parles d'excellence de service comme ça. Tu sais que Hospitality Insiders, c'est un podcast au sujet de l'excellence de service. Moi, ce que je comprends à travers un petit peu ta définition, c'est qu'il y a d'abord un focus service excellence, et ensuite on accorde et on vient faire de la couture un peu du sur-mesure autour de ça, mais avec toujours voilà ce scope excellence de service au milieu, et t'essaies de bien le recentrer. Et alors justement, comment est-ce que tu l'as définie, et comment est-ce que tu l'incarnes? Comment est-ce qu'elle est incarnée chez John Paul concrètement, cette excellence de service? Et comment est-ce qu'aussi, tu arrives à l'utiliser pour te différencier de ta concurrence? Puisque j'imagine que dans la conciergerie privée, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, comment est-ce qu'on fait à travers l'excellence de service pour, se différencier? Les 2 premiers points, pour être excellent, il faut avoir des gens excellents autour de vous. Mmh. Donc le premier point, c'est la qualité des équipes John Paul, qui est absolument remarquable. Et on passe énormément de temps et énormément d'investissement à développer cette excellence et à développer nos équipes. Oui. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est une série de déclinaisons de valeurs de ce qu'est l'excellence, en tout cas dans nos métiers. Ça commence par l'écoute. Il faut savoir écouter ses clients, il faut savoir écouter ses membres. Et à partir de là, vous avez déjà fait 70% du boulot. Ensuite, il faut énormément de rigueur dans l'exécution. Et il y a tout cet arbitrage entre l'autonomie, la créativité et la rigueur. Et c'est un petit peu à l'image d'une équipe de rugby. Et si vous voulez que votre équipe de rugby fasse des chisteras, des trucs en dos et machin, ça ne marchera et ça ne performera que si votre équipe est extrêmement rigoureuse dans l'exécution de tous les gestes de base. Oui. Le troisième point qui est très propre à nos métiers, c'est l'émotion. Mmh. Et en fait, tout à l'heure, je parlais de créer de l'amour entre la marque et les membres et ses meilleurs clients. Et ça ne passe que par l'émotion. Et notre métier, c'est presque pas de rendre le service qu'on nous demande, c'est de créer une émotion lorsqu'on rend ce service.
Et ça passe par la nature des gens, ça passe par l'écoute, ça passe par le savoir-être, ça passe par la petite attention supplémentaire. On travaille beaucoup sur des programmes d'extra miles. C'est ce que j'allais te demander aussi. Et comment est-ce que tu fédères je suis désolé, j'ai énormément de questions qui m'arrivent en même temps. Tu réponds dans l'ordre que tu veux. Mais comment est-ce que tu fédères tes équipes là-dedans? Comment est-ce que tu t'assures de développer aussi leur capital et qu'elles arrivent à transmettre ce même niveau de service, cette même écoute dont tu parles? Je trouve que c'est vraiment un mot-clé. Quel programme de formation tu leur donnes? Voilà. Comment est-ce que tu t'assures que tu disais que vous avez du personnel qui est génial chez John Paul, mais en tout cas que le niveau soit homogène et sur les différents continents sur lesquels tu es présent? Ça doit être tellement difficile. Déjà, on triche un peu parce que on prend des gens qui sont comme ça à la base. Mmh. Donc dans le recrutement, on est très très attaché au savoir-être, Oui. beaucoup plus qu'au savoir-faire. Le savoir-faire, on va leur donner. Par contre, on veille énormément au savoir-être et il y a des natures qui savent faire attention aux gens, qui savent être empathiques, qui savent écouter, qui aiment rendre service, qui aiment faire plaisir, qui savent donner un sourire au téléphone. Absolument. Et il y a des gens qui peuvent être extrêmement compétents sur leur domaine, mais qui ne font pas ça. Mmh. Et ces gens-là, on va pas les recruter. Même s'ils sont très performants dans d'autres entreprises sur d'autres sujets, pour notre métier à nous, c'est pas les gens qu'on recherche. D'accord. La deuxième chose, et on reprend l'image de rugby, de l'équipe de rugby, c'est toutes les bases. Et sur les bases, on investit énormément dans tout l'outillage. À titre d'exemple, dans nos métiers, il faut un CRM. Mmh. Même si on a des objectifs de rentabilité, qu'on doit faire attention à l'argent, on a acheté le CRM le plus performant du marché. Ce qui nous coûte sans doute un petit peu plus cher que mes concurrents. Tu peux nous partager son nom? Salesforce, qui pour une entreprise de ma taille peut être un peu surdimensionné et qui est loin d'être gratuit, mais qui par rapport à notre feuille de route basée sur l'excellence du service est absolument nécessaire. Donc on a tout un outillage, que ça soit notre content library, que ça soit notre CRM, que ça soit nos outils de voix, que ça soit nos développements informatiques, qu'on fait que en interne, qu'on n'a pas offshoré. On fait toujours le choix de l'outillage de l'excellence. Et une fois qu'on a posé cette base, on donne énormément de liberté à nos concierges, parce qu'on leur fait confiance. Donc finalement, il y a très peu de script chez nous. D'accord. Lorsqu'un concierge reçoit une requête, il peut choisir le fournisseur qu'il veut. On n'impose jamais, même si on aimerait gagner plus de commissions, même si on aimerait massifier nos volumes, tout ça, Oui. on n'impose jamais au concierge le fournisseur qu'il doit choisir pour rendre le service aux membres. Le concierge a toujours l'autonomie et la liberté de choisir le meilleur fournisseur pour rendre le service. Mmh. De la même façon, lorsqu'on incentive nos équipes, elles ne sont jamais incentivées sur le nombre d'appels qu'elles traitent ou le nombre de requêtes qu'elles traitent. Elles sont auditées sur la qualité, C'est intéressant. elles sont auditées sur la satisfaction du membre, et il y a un petit peu de variable qui est là-dessus, donc elles jouent vraiment une partie de leur salaire là-dessus. Elles ne le jouent jamais sur la rentabilité, sur la productivité. Mmh. Ça doit te changer des télécoms. Ah oui. Pour la petite parenthèse. Et alors, Clairement. C'est des métiers très différents, et encore une fois, ça repart de l'écoute, et c'est qu'est-ce qui est important et quelle est la valeur que vous apportez à votre client. Bien sûr. Et sur le site John Paul, quand je suis allé me balader dessus, on parle de concierge augmenté. Est-ce que tu peux me dire ce que ça signifie? Absolument. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est notamment dans la création d'émotions, c'est le mariage de l'humain et du digital. Et aujourd'hui, si vous faites que du digital, vous pouvez être très performant sur le mass market, mais vous serez jamais performant sur la création d'émotions pour de l'affluent et du ultra net worth. Oui. Donc ça sert à rien de faire nos métiers si vous faites que du digital. À l'inverse, si vous ne faites que de l'humain, vous allez vous retrouver face à des clients et des membres qui, dans leur vie de tous les jours, ont également besoin d'accéder via leur smartphone à nos services, via du chat, via du SMS, via du mail, via du formulaire, via des applications. Et donc, on se doit d'augmenter la capacité de nos concierges via des outils informatiques, via des outils digitaux. Et énormément des programmes qu'on opère pour nos marques clientes combinent cet aspect humain et cet aspect digital. Et c'est ce qu'on appelle l'augmentation de notre concierge. D'accord. Oui. C'est la surface de contact qui est augmentée.
Ouais, d'accord. Et puis il a en effet toute une quantité d'outils qui lui permettent, voilà, d'accéder au meilleur de ce que John Paul peut proposer, c'est ça? Exactement. Et vous commencez, vous êtes membre, vous êtes dans le métro, vous n'avez pas trop envie de téléphoner, vous commencez votre demande, organisez-moi mes vacances avec votre téléphone portable, Mmh. et vous arrivez chez vous et vous continuez la conversation en appelant votre concierge, D'accord, ouais. qui récupère tout ce qui a déjà été fait sur le téléphone portable. Et pour le client, c'est quelque chose qui doit être complètement fluide, pour lui, c'est un seul voyage, mais pour le concierge, ça peut être différents canaux de communication au travers de ça, sur lesquels il doit récupérer aussi l'information et la renvoyer, au client de manière, synthétique. Absolument. Et ça peut même être plusieurs concierges qui doivent donc pouvoir reprendre le dossier de bout Eh en oui. bout, parce Mmh. qu'on a la chance d'avoir des tables spécialisées. Donc on a une agence de voyage en interne, par exemple. On a une équipe restaurant, on a une équipe billetterie. Mmh. Et, et lorsqu'un client un membre va nous demander un voyage pour aller voir un concert avec une idée d'un bon restaurant à faire une fois qu'ils sont sur place, Oui. on va avoir 3-4 équipes qui vont intervenir. Et pour autant, il faut que l'expérience du membre soit comme s'il avait parlé à une seule personne. D'accord. Et tout ça fait partie de notre outillage et du concept d'augmentation du concierge. Ouais, c'est très, très, très clair. D'un point de vue géographique, les bureaux sont où? Alors, les bureaux sont à Paris, à Lisbonne et au Luxembourg, à Miami, à Toronto et à San Francisco. Mmh. Ça fait ça fait quelques voyages si tu veux rencontrer tout le monde. Et Absolument. combien de personnes qui travaillent chez John Paul de manière, directe? À peu près 500. Ouais, c'est déjà une belle entreprise. Et alors toi, quel quel manager tu es, au quotidien, même si, évidemment tu es pas en contact direct avec toutes ces personnes-là, mais, voilà, comment est-ce que tu les manages? Quelle relation tu as, dans une aussi grande entreprise que Accor puis John Paul? Voilà, comment est-ce que tu te positionnes? Déjà, je fais comme tout le monde, je fais ce que je peux. Après, mon rôle, c'est de donner les lignes dans lesquelles les gens peuvent exercer leur travail. Donc, je considère que on crée une image, on crée un puzzle, et chacun est responsable de sa pièce du puzzle. Mmh. Mais si moi, j'ai pas donné la vision de la photo complète de ce qu'on veut faire ensemble, personne ne va faire la bonne pièce du puzzle. Oui. Donc, mon métier, c'est à la fois de donner la vision complète pour que chacun puisse être responsable de sa pièce de puzzle en comprenant à quoi il sert et qu'est-ce qu'il fait. Et ensuite, mon métier, c'est de donner des moyens et d'aider chacun à réaliser sa pièce du puzzle. D'accord. Donc finalement, au début, je donne la vision et les directives. À la fin, je vérifie que ça a été fait. Mmh. Et entre-temps, bah, je suis au service de mes équipes pour les aider à réussir. D'accord, ouais. Donc je suis patron un peu au début, un peu à la fin, et puis c'est tout. C'est un très bon résumé. Je te pose cette question pas complètement, au hasard parce que bientôt là comme tu le sais du 7 au 9 octobre, il y aura, la conférence, Excellence by Vendôme, à laquelle je sais que tu participes sur la partie, culture d'entreprise. Est-ce que, tu peux nous en dire un peu plus déjà sur cette conférence, sur ton rôle? Comment est-ce que tu vas intervenir, autour de ce sujet-là? Écoute, nous, c'est notre première participation, donc on va un petit peu découvrir, mais Mmh. on est très très heureux de rejoindre cet événement. Notamment, on parlait tout à l'heure du recrutement et que pour être excellent, bah, il faut recruter des gens qui sont par nature excellents. Oui. Donc, à ce qu'on en a vu, c'est un endroit parfait pour faire ça. Et je pense que Laetitia a les mêmes valeurs que nous Mmh. et fait un travail remarquable Laetitia là-dessus. Girard, la CEO, ouais. Voilà. Donc, on est ravis qu'elle nous ait proposé de rejoindre son aventure. Et après, bah, on va partager et puis on va écouter ce que les autres font dans l'objectif d'excellence du service et de toujours s'améliorer sur ce point-là. Mmh. Ouais, c'est un beau rendez-vous et alors justement, l'un des sujets qui sera abordé, c'est comment rendre les métiers du luxe, attractifs aux talents, de demain. Sans tout nous révéler, est-ce que tu peux déjà nous donner une ou 2 petites lignes, de ce comment est-ce qu'on attire justement ces talents aujourd'hui avec, notamment les nouvelles générations qui arrivent? Moi, c'est un sujet qui me passionne. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour continuer de les séduire? Il faut leur donner du sens et le sens pour les nouvelles générations. Et Dieu merci, pas le même sens que pour les gens de ma génération.
Moi, quand je suis sorti d'école, on allait tous soit faire de la FUSAC, soit faire du conseil en strat, et c'était l'aboutissement d'une carrière. Et il y en a encore quelques-uns qui allaient dans les grandes entreprises du CAC 40, et c'était à peu près tout. Oui, Et nos valeurs, c'était un petit peu là-dessus. C'était combien je vais gagner, combien je vais avoir de personnes qui vont me reporter. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens pour les jeunes générations. On observe trois vraies choses. Il y a un vrai besoin d'autonomie. Donc toute la pyramide hiérarchique qu'on s'attelait à monter petit à petit à mon époque, aujourd'hui ce truc est complètement écrasé. absolument. Et le management et l'envie se fait par le respect, par la compétence, plus du tout par l'autorité ou la position hiérarchique. La deuxième chose, c'est l'engagement qu'on appelle grosso modo CSR, et qui est devenu une vraie valeur pour cette nouvelle génération. Ils ont un vrai besoin de sentir que leur travail, leur entreprise contribue au bien-être de la société et de la planète. D'accord. CSR, c'est nouveau pour moi comme terme, tu peux l'expliquer? C'est Corporate Social Responsibility. D'accord. Donc ça couvre l'écologie, ça couvre l'engagement sociétal. C'est ce qu'on appelle la RSE en français, c'est ça. Ah oui, pardon. C'est exactement ça. J'essaie de te faire traduire. Le terme mais un petit peu évocateur quand même, je te rassure. Il me passionne à vrai dire, mais c'est vrai qu'on l'utilise très souvent en anglais et c'est important de bien le retraduire. Et je pense que t'as complètement mis le doigt sur un point essentiel. Cette génération, même enfin la génération millennials qui sort aujourd'hui d'école. Moi, quand j'interviens dans des écoles, quand je discute avec eux, j'ai l'impression que la RSE, c'est quelque chose qui, très rapidement dans la conversation, arrive, alors que quand on parle avec des gens qui ont 10, 20 ans de plus, c'est à peine s'ils connaissent cette définition. Et c'est pas une critique, c'est juste un fait, ça s'explique par aussi pas mal d'actualités. Mais je trouve ça très fort à quel point ils disent qu'ils veulent d'abord choisir une entreprise par aussi ce qu'elle traduit dans sa culture et dans sa politique RSE, plutôt que uniquement ce qui est la fiche de poste, enfin la fiche de paye plutôt, et le nombre d'employés qu'ils vont avoir sur leur responsabilité, comme tu disais tout à l'heure. Et je trouve ça intéressant que toi tu le partages de ton point de vue de CEO et que tu constates un petit peu la même chose. Ça montre plus qu'une tendance, non? Ah, c'est un vrai changement sociétal profond, et je pense que c'est une très bonne chose. Et le troisième point qu'on observe, c'est qu'ils recherchent aussi beaucoup d'autonomie. Mmh. Et ils sont prêts très tôt, très jeunes, à prendre beaucoup de responsabilités. Ce qui est un peu à risque, mais ce qui est une très très bonne chose, notamment quand vous avez la chance de recruter les meilleurs, et quand vous savez leur dessiner un périmètre dans lequel ils vont pouvoir prendre cette autonomie et ces responsabilités. C'est une vraie puissance pour l'organisation. Et à l'inverse, si vous savez pas leur proposer ça, vous allez très vite les perdre. Bien sûr. Donc je suis assez fan des nouvelles générations, même s'il faut apprendre à les diriger, Oui. et qu'on les dirige pas comme on dirigeait il y a 15 ans. Complètement. Pour toi, ça a dû demander, je pense, une formidable capacité d'adaptation aussi pour prendre ce virage. Et puis parce qu'en plus, dans ton entreprise, tu as toutes ces générations-là. Donc, quel challenge dans ta communication que de parler aussi bien à un jeune de 20 ans qu'à un moins jeune de 40, 50 ans et plus. Ouais, mais ça fait partie du métier, et encore une fois, c'est un super challenge parce que les valeurs qu'ils recherchent, les attentes qu'ils ont, je les trouve fondamentalement bonnes et fondamentalement justes. Mmh. Alors après, on est toujours en retard pour s'adapter, on passe toujours un petit peu pour le vieux qui a pas tout compris, et notamment il y a une part du métier de CEO qui est de savoir dire non de temps en temps. Oui. Donc on n'a pas toujours le beau rôle. Mais en tout cas, pour moi, c'est un énorme plaisir de devoir m'adapter à cette nouvelle génération parce que je pense que c'est elles qui ont raison. Mmh. Là, ça me conforte et ça me rassure d'entendre ça aussi. Je pense qu'il y a des vraies passerelles à faire déjà entre les générations et je pense que comme tu disais, qui est plus qu'une tendance, qui est un vrai virage qui est en train de se faire, il est rassurant pour le futur parce que c'est essentiel de remettre le sens et l'humain au centre de tous nos métiers si on veut continuer de les pratiquer. Absolument. Et on a beaucoup parlé de John Paul, on a beaucoup parlé de management. Maintenant, j'aimerais qu'on reparle un petit peu d'Olivier, et puisqu'on était sur le sujet des générations, du Olivier plus jeune. Si tu pouvais revenir en arrière, à l'époque que tu le souhaites, qu'est-ce que tu ferais différemment? Très peu de choses. Mhm.
très peu de choses. J'ai plutôt la chance d'avoir une très belle vie et d'avoir fait beaucoup de très belles rencontres qui m'ont amené dans des aventures merveilleuses. Donc honnêtement, il y a vraiment pas grand-chose que je changerais. Il y a sans doute un truc que je changerais, c'est quand j'étais à la tête de la filiale française d'une grande entreprise de télécom. J'ai eu un désaccord stratégique majeur avec le PDG du groupe. Et autant sur le fond, je ne renierai jamais ma position, autant sur la forme, j'étais un peu jeune et impulsif. Oui. Et je me suis un peu trop emporté dans la façon de le dire. Et je pense que je regrette la forme dont j'ai dit les choses. Oui. Voilà, c'était un petit manque de maturité, peut-être un manque d'humilité, peut-être un manque de recul. Et à refaire, ce truc-là, je le changerais pas sur le fond, mais sur la forme. D'accord, oui. Et c'est une entreprise qui m'avait beaucoup apporté, et j'aurais pas dû... je me réexprimerais pas de cette façon-là. Bien sûr, oui. C'est des choses en plus qu'on peut parfois payer cher quand la forme est manquante et qu'on s'adresse à la bonne ou mauvaise personne. Question de point de vue, mais on peut le payer longtemps et très cher. Ouais, j'ai laissé mon poste, mais ça c'est pas très grave, c'est normal. Et puis il faut assumer ses valeurs, puisqu'encore une fois sur le fond, je reste convaincu que ma vision était la bonne. Mais il faut aussi respecter les gens qui ont des impératifs différents, les gens qui m'ont beaucoup donné. C'est une entreprise qui m'a énormément donné. Et voilà, c'est pas là où j'étais le plus brillant dans mes choix. Donc ce sera un conseil à donner à tous tes jeunes que tu dis que c'est très rassurant pour les générations qui arrivent. En tout cas, garder en tête l'humilité et la forme aussi, c'est très important quand on arrive dans une entreprise qu'on a envie de changer, un petit peu de changer le monde, de pas oublier les personnes à qui on s'adresse et que il y a besoin de garder de la diplomatie. Ouais, et puis l'autre message, c'est que même si on fait une grosse bêtise une fois, on s'en sort quand même après. Oui, non, c'est c'est complètement vrai. Tout à l'heure, parce que je trouve que cette partie de ton parcours, elle est très inspirante. T'as parlé de, moi, je t'imagine en train d'arriver à Wall Street sur ton premier jour de trading et de repartir le soir. Est-ce que t'as une autre anecdote un peu marquante de ton parcours que t'aimerais partager aux auditeurs? Il y en a une qui est assez marquante. Et je parlais de cette entreprise à qui je devais beaucoup. Et en fait, jusqu'à la trentaine, j'étais pas vraiment un exemple de rigueur au travail. D'accord. J'étais très fort en planche à voile, par contre. Mais, si tu veux, même en prépa, j'ai séché énormément de cours. Enfin, le travail n'était pas ma première priorité. Oui. Et j'ai signé dans cette grande entreprise anglaise de télécom, embauché par le PDG du groupe. Je suis un petit peu arrivé en cobaye, et je suis arrivé, il y avait personne pour m'accueillir. Et au bout de 20 minutes, la personne de l'accueil a fini par trouver un post-it qui indiquait qu'il fallait que j'aille à la cave du truc récupérer des documents pour voir ce que j'avais à faire. Il y avait une pile de documents qui, sans mentir, partaient du sol et remontaient jusqu'au-dessus de ma hanche. Oui. Avec marqué « Je veux une synthèse et une recommandation pour dans 2 jours. » Bienvenue. Oh. Et en fait, eux, ils m'ont appris, les Anglais m'ont appris à bosser. Donc, ils maîtrisent très très bien cet équilibre entre quand je bosse à fond, et quand je bosse pas du tout et je profite de ma vie à fond. Et plutôt que de tout faire à moitié, ils m'ont vraiment appris ce que c'était que de travailler à fond, sérieusement, pour de vrai, efficacement. Et ça a sans doute changé ma vie, ce petit passage. J'imagine. Je vais te demander une autre synthèse, du coup, non pas de papier, mais d'un livre. Est-ce que tu as une recommandation que tu aimerais nous partager, un livre que tu as aimé, qui t'a marqué, pas forcément en lien direct avec notre sujet, en tout cas, voilà, une recommandation importante pour toi? Ma petite Bible, c'est un livre qui s'appelle L'Atlantique et mon désert, qui a été écrit par Jean-François Dognaud. Je sors de l'hôpital à la fin de l'été 1995 dans une chaise roulante, avec des cannes anglaises pour marcher, une minerve pour éviter les chocs dans le haut de la colonne vertébrale, le souffle très court, le cœur hésitant à régler les pansements des cicatrices qui suintent encore à changer tous les 2 jours. Je devais, après un triple pontage, passer 3 semaines dans un institut spécialisé, aller régulièrement aux Invalides où existe le meilleur service de rééducation. Patiemment réapprendre, une fois de plus, à respirer et à me servir de mes jambes. Il y a peut-être mieux encore pour la convalescence, l'air du large, la responsabilité de la barre, la liberté, l'océan.
Et en fait, c'est un livre d'une histoire vraie de Jean-François Degnaud, qui est un gars extraordinaire, qui est un écrivain merveilleux. Et il explique tout simplement qu'à l'issue de cette opération, plutôt que de faire cette rééducation, il a pris son bateau et il est parti traverser l'Atlantique. Et ça, alors déjà, c'est écrit de façon remarquable. Je sais pas si vous connaissez la plume de Degnaud, mais je la trouve fabuleuse. Et ensuite, l'histoire de comment on choisit sa vie, comment on aime la vie, comment on choisit sa liberté, tout en respectant les autres. Je trouve ce bouquin merveilleux. Waouh. Écoute, c'était émouvant la façon dont tu l'as lu. J'ose à peine te demander si, en plus de ça, tu as une citation favorite de Neo ou d'un autre. J'en ai deux. Une qui est pas littéraire du tout. La première qui dit, c'est Marguerite Yourcenar qui dit « Il ne faut pas pleurer parce que cela n'est plus, il faut sourire parce que cela a été ». Génial. Et je trouve que c'est très vrai pour profiter de sa vie, pour l'aimer à chaque instant, pour accepter le temps qui passe. Ouais. Et puis il y en a une deuxième qui a rien à voir, c'est mon prof de Krav Maga. Et lui, il nous dit, sur un ton beaucoup moins avenant que celui que je vais utiliser, J'imagine. mais il nous dit, il faut pas être dans le réussir, il faut être dans le faire. Ouais. Et je trouve ça très vrai, et notamment lorsqu'on a des grandes entreprises, des grandes tâches qui nous paraissent insurmontables, quand on a des gestes à apprendre étape par étape, on a trop souvent tendance à se projeter dans la réussite, ou dans l'échec d'ailleurs, plutôt que de mettre toute son énergie à juste faire. Et puis, vous faites, et à un moment, sans le savoir, vous avez réussi. Alors, c'est pas un grand philosophe, c'est mon prof de Krav Maga, mais je trouve ça extrêmement juste. Ouais, les deux citations sont, à leur niveau, toutes les deux très, très inspirantes, et je trouve que tu prends extrêmement bien les deux casquettes, celle de l'auteur et celle du prof de Krav Maga. Et alors, Olivier, qui, après toi ou un peu plus tard dans l'évolution du podcast, en lien avec tout ce qu'on a pu dire, qui est-ce que tu aimerais voir invité sur Hospitality Insiders pour un échange autour de l'excellence de service? Je suis peut-être un petit peu biaisé, mais là j'ai la chance d'avoir Sébastien Bazin comme boss. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un visionnaire comme j'en ai jamais rencontré. C'est quelqu'un qui est sincèrement et profondément humain. C'est quelqu'un qui est inspirant, qui vous entraîne. Et donc, je vous invite vraiment à passer du temps avec Sébastien. Vous en perdrez pas une seconde. Il est pas facile à joindre du tout. Donc si grâce à toi, tu fais rentrer tes services de conciergerie et tu me mets en lien avec Sébastien Bazin, je serais ravi de l'interviewer sur Hospitality Insiders. Écoute, ça marche. Je te laisse le mot de la fin, Olivier, en plus de tout ce que tu viens de nous partager, et c'était très fort. Si tu as un dernier mot, un message à faire passer aux insiders, donc qui sont les auditeurs de ce podcast, qu'est-ce que ce serait? Déjà, le premier mot, ce serait de te remercier pour cet échange, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir dans cet échange. Merci. Et le dernier mot, ça serait oser être excellent. Comment finir mieux sur un podcast d'excellence de service? Merci pour ça, Olivier. Comment est-ce qu'on peut te contacter malgré ton planning très chargé? Quel est le meilleur moyen pour se mettre en lien avec toi? Sur LinkedIn, oui. Ça marche très bien, ou sinon vous pouvez directement m'envoyer un mail olivier.larigaldi LARIGALDIE, parce que malheureusement c'est pas italien, donc il y a un E à la fin, @johnpaul.com, tout simplement. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders. On te souhaite une excellente reprise d'activité en ce mois de septembre, et à très bientôt. Merci à toi, Maxime. Chers Insiders, j'espère que ce voyage dans la conciergerie privée aura été aussi riche pour vous qu'il l'a été pour moi. Maintenant, c'est à vous. Si vous souhaitez m'aider et me donner de la visibilité, rendez-vous sur Apple Podcast pour laisser une note ainsi qu'un commentaire. C'est le meilleur moyen de me faire connaître et de faire grandir notre communauté d'insiders. Et si vous ne souhaitez rater aucune de mes actualités, rendez-vous sur le site hospitalityinsiders.net et abonnez-vous à la newsletter. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.